cette troisième saison de l'émission du Master 2 Personnes et Familles de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Polémique. Polémique est une émission juridique et polémique que les étudiants du Master ont à cœur de réaliser chaque année depuis 2021. Nous tenons à remercier nos partenaires, le cabinet Chauveau, Mulon et Associés, l'Association française des avocats de la famille et du patrimoine, et Hello Profiler, qui nous permettent de continuer ce projet, ainsi que l'équipe d'Image et Droit qui produit cette saison. Pour la saison dernière, la question de la protection de l'enfance a été développée. Cette année, nous avons fait le choix de nous concentrer sur l'emprise en droit de la famille, notion non consacrée juridiquement malgré sa complexité, sa gravité et sa récurrence. Pour ce faire, nous avons choisi de suivre un développement thématique découpé en 2 épisodes. Durant le premier épisode, portant sur l'emprise au sein du couple, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame la professeure Yvonne Muller-Lagarde, agrégée des facultés de droit à l'Université Paris-Nanterre, Maître Alice Buissou et Agathe Vébé du cabinet Chauveau, Mulon et Associés, et, enfin, Madame Fatima Le Gringer-Attig, psychologue et fondatrice de l'unité spécialisée dans l'accompagnement du psychotraumatisme du CHI Robert Ballanger. Nous espérons que cette troisième saison vous plaira et vous souhaitons un bon visionnage. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2021, en France, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint, 23 hommes ont été tués par leur conjointe. Parmi tous ces chiffres, certaines victimes ne se reconnaissent pas en tant que telles et l'on dit couramment qu'elles sont sous l'emprise de leur bourreau. À l'origine, l'emprise est une notion psychologique. Étymologiquement, elle signifie prendre possession ou réduire l'autre à l'état d'objet. Alors, qu'est-ce que l'emprise? Comment la reconnaître? Et quelles sont ses conséquences? Et sous emprise, la victime qui se trouve dans une situation de réelle dépendance, de vulnérabilité, à minima symbolique, où il existe une position d'ascendance du partenaire tout-puissant qui exerce une forme de manipulation mentale plus ou moins perverse. La victime aura tendance à intérioriser ces violences et ressentira un sentiment de honte ou de culpabilité de ne pas avoir ou de ne pas pouvoir dénoncer l'auteur des faits. Tout cela est sans oublier les conséquences psychologiques, souvent annonciatrices d'un traumatisme à long terme. L'emprise peut prendre plusieurs formes, physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, mais la victime peut avoir l'impression que la situation est normale, voire souhaitable. Malgré sa démocratisation dans le langage courant, l'emprise n'est pourtant pas définie dans les codes et nous pouvons nous demander pourquoi. Ne pas définir l'emprise, c'est permettre aux magistrats ou aux policiers de ne pas s'enfermer dans une définition trop stricte, ce qui poserait un problème en termes de preuve. Pourtant, il est nécessaire de donner une grille de lecture juridique à ces professionnels afin de les former pour comprendre et déceler cet état de victime. La loi du 9 juillet 2010 reconnaît les violences psychologiques dans le code pénal et dans le code civil. Dans le code pénal à l'article 222-14-3 aux côtés des violences physiques et dans le code civil à l'article 373-2-11 6e lorsque le juge statue sur l'autorité parentale. La loi du 30 juillet 2020 introduit l'emprise dans le code civil aux articles 255 et 373-2-10 afin d'écarter la médiation ou la rencontre avec le médiateur familial en cas d'emprise manifeste d'un des époux sur l'autre conjoint. Ainsi, l'emprise n'est envisagée que pour écarter la conciliation des parties à l'amiable et rediriger le conflit vers un contentieux. Ainsi, comment accompagner juridiquement et psychologiquement des victimes qui n'ont pas conscience de leur état d'emprise? Et les outils juridiques actuels sont-ils suffisants pour accompagner les victimes dans leur parcours de déprise? Pour répondre à ces nombreuses questions, nous accueillerons différentes intervenantes qui nous apporteront leur expertise sur le sujet. Maître Alice Buissou, vous êtes avocate au sein du cabinet Chauveau, Mulon et Associés. Vous êtes spécialisée en droit des personnes et en droit de la famille. Vous intervenez particulièrement sur les questions impliquant des enfants mineurs. Maître Agathe Vébé, vous êtes également avocate au sein du cabinet Chauveau, Mulon et Associés. Vous êtes spécialisée en droit de la famille et en droit pénal de la famille. La question de l'emprise au sein des relations conjugales fait partie de votre activité quotidienne en tant qu'avocate. La notion d'emprise n'est pas consacrée juridiquement. Comment l'apercevez-vous et comment l'utilisez-vous dans votre pratique? Alors, notre travail d'avocat consiste à aligner des éléments de preuve pour exposer une situation et la qualifier juridiquement. Dans le cas de la situation d'emprise, comme elle n'a pas de consécration juridique à proprement parler, elle nous permet simplement d'expliquer la situation familiale au juge. Je pense par exemple à un dossier où un défendeur, un époux violent, défendeur, avait produit une lettre d'excuse de sa femme pour justifier le fait que finalement elle s'excusait de comportements qu'elle avait pu elle-même commettre. Et en fait, par une analyse un peu plus analytique de la lettre, on se rendait compte que finalement, elle s'excusait à l'extrême, elle valorisait aussi à l'extrême son époux, et que finalement, le positionnement qu'elle avait dans cette lettre caractérisait cette situation d'emprise.
On a pu l'exposer dans le cadre de notre plaidoirie et puis dans nos conclusions, non pas comme l'élément essentiel ou unique de la situation de violence, mais comme un fil conducteur, comme un élément de plus de la situation de violence, comme une illustration de celle-ci. Et ça a été retenu, notamment en l'espèce par la Cour d'appel de Versailles, comme caractérisant une situation d'emprise qui a retenu globalement, avec d'autres éléments de preuve, qu'il y avait bien une situation de violence. L'emprise ne présente pas nécessairement de caractéristiques matérielles, sa nature est essentiellement psychologique et la preuve peut parfois être difficile à apporter. Comment parvenez-vous à rapporter la preuve d'une situation d'emprise dans votre pratique professionnelle ? L'emprise a une résonance dans le comportement de la victime qui va en général s'observer par une minimisation des actes de violence subis et parallèlement, c'est pas toujours cumulatif, une volonté de préserver son bourreau consciente ou pas. Globalement, on se rend compte de cette situation-là parce que par rapport à une situation qu'on va pouvoir apprécier nous-mêmes, on va observer chez la victime un positionnement qui ne serait pas forcément in abstracto celui qu'on pourrait attendre par rapport à une situation. Sur les éléments de preuve, par exemple, on a les SMS qui vont être quelque chose de très flagrant parce que c'est à un instant qui n'est pas au moment nécessairement du litige ou de la demande, comme par exemple ce qui est l'inverse d'attestation ou de témoignage. Et donc des SMS, on va pouvoir observer une interaction entre les deux parties, entre la victime et son bourreau, qui va vraiment démontrer ces deux éléments, que ce soit une minimisation ou alors une volonté de préserver l'époux violent ou l'épouse violente. Avez-vous une illustration d'une situation d'emprise que vous avez eu à traiter dans le cadre de votre activité ? Alors je pense notamment à un époux qui était victime de violence. Sa femme lui avait notamment asséné des coups de poing sur la tête. Il s'était cassé des dents, il avait fait 6 jours de coma. Dans le cadre de l'audience correctionnelle, le tribunal avait décidé qu'elle avait une interdiction d'entrer en contact assez absolue avec lui, puisqu'elle avait interdiction de se rendre sur leur lieu de travail commun. Et lui m'avait interrogé à la sortie de l'audience sur la possibilité de remettre en cause la mise à l'épreuve et pour lui-même de demander une modification des obligations de sa femme au titre de la mise à l'épreuve pour qu'elle puisse retourner travailler parce qu'il considérait que c'était son intérêt de pouvoir continuer à travailler. Comment est-ce que vous envisagez votre fonction d'avocat dans ce type de situation ? Alors nous, en tant qu'avocat, on dispense des conseils juridiques. Donc on a une parole là-dessus avec une certaine assise et nos clients vont la plupart du temps nous écouter. Maintenant, on est dans une situation dans laquelle on attend l'intimité. Donc évidemment, on doit faire preuve de compassion, d'humanité, d'écoute, des compétences de psychologue. Alors évidemment, on ne se transforme pas en psychologue, on connaît bien les limites, mais on doit avoir toutes ces qualités-là pour appréhender de la meilleure manière la situation qui nous est exposée, et puis pour défendre au mieux nos clients. Parce qu'on les accompagne sur une certaine durée, ça dure parfois plusieurs années, donc c'est absolument indispensable. En tant qu'avocat, vous êtes également amené à défendre le conjoint qui exerce l'emprise sur l'autre. D'abord, d'un point de vue personnel, comment parvenez-vous à faire prendre conscience du dysfonctionnement à votre client et est-ce que c'est votre rôle ? Et d'un point de vue plus juridique, quels arguments pouvez-vous avancer pour défendre ce client ? Alors avec le client, on établit une relation de confiance. C'est-à-dire que quand un client va arriver chez nous, exposer une situation, nous très concrètement, on va l'orienter. On va lui donner un avis sur la situation. Et là-dedans, il a une marge de progression, évidemment. Il peut alors être conscient ou pas d'une situation d'emprise, mais nous, on va assez vite l'identifier parce qu'on a l'habitude, c'est notre compétence. Et là-dessus, on va du coup amener ce client-là à faire évoluer ce comportement. Déjà, on va demander assez souvent quand même, mais pour beaucoup de nos clients, qu'il y a un suivi psychologique, parce qu'ils arrivent dans une situation morale et psychologique assez douloureuse, et il faut qu'ils entament ce suivi, spécialement en présence d'auteurs ou de victimes d'emprise. Il faut qu'ils puissent faire ce travail-là qui va les faire évoluer. Et nous, nos conseils juridiques, ils vont alors c'est justement là que ça sort du juridique d'ailleurs, c'est qu'on va essayer, par exemple, dans la rédaction, ils nous consultent beaucoup dans la rédaction des SMS, la rédaction des mails, il s'est passé telle situation, qu'est-ce que je dois faire ? Et nous, là, notre intervention, elle permet justement d'accompagner le client
vers une correction des comportements qu'ils pouvaient avoir par le passé. Et de dire, non, dans cette situation, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas avoir cette réaction-là, il faut que vous alliez plutôt dans ce sens-là. Alors, on n'est pas toujours écouté. Et quand il y a une vraie divergence de point de vue et que vraiment le client ne suit pas nos conseils et ne nous écoute pas, à ce moment-là, généralement, la mission s'arrête. Mais la plupart du temps, on va vraiment tendre à ce que le comportement du client évolue de manière à corriger certaines choses. Sur les arguments juridiques qui peuvent être soulevés, nous, quand il y a une situation d'emprise ou de violence qui est démontrée, qui est prouvée, l'idée c'est pas de dire que l'auteur n'a pas commis les violences ou n'est pas auteur d'emprise. On va plutôt vraiment axer notre argumentation sur les capacités d'évolution et sur le fait que cette personne-là a fait des efforts, a entamé un travail et évolue vers un comportement plus adapté. Avez-vous une illustration d'un cas où le conjoint victime d'emprise retourne vivre avec son conjoint ? Oui. Alors, on en a des clients qui reviennent vivre avec leur conjoint, auquel cas ils nous dessaisissent et la mission s'arrête là. Sinon, pour avoir un exemple plus concret, et là on arrive à la fin de la boucle, je pense à un dossier dans lequel une femme était donc battue et sous l'emprise de son conjoint depuis plusieurs années. Elle avait contacté une association de victimes de violences, elle avait contacté un avocat, elle avait fait ces démarches-là, déposé des mains courantes, mais à chaque fois elle revenait en arrière et elle retrouvait son famille, son mari avec ses enfants. Elle avait 2 enfants en bas âge, très bas âge, et puis finalement elle a fini par atterrir à l'hôpital, donc avec des bleus, des côtes cassées, dans un état vraiment catastrophique. Et là, c'est l'équipe médicale, les médecins qui ont décidé de donner le signalement, de prévenir les services de police. Et là, ça a été un élément déclencheur pour elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réussi à partir, enfin. Mais après des années d'aller-retour, je crois que ça fait partie souvent du processus. C'est souvent des victimes qui font des allers-retours. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée au cabinet et elle était vraiment dans un état d'épuisement psychologique très lourd et en même temps le processus était en cours, donc on n'était pas encore au bout du chemin, mais elle avait déjà beaucoup avancé dans son cheminement et maintenant on peut dire qu'elle est complètement sortie d'affaire. Professeure de droit pénal et codirectrice du master droit pénal économique et de la conformité à l'université Paris-Nanterre, Yvonne Muller-Lagarde a depuis quelques années élargi son champ de recherche aux violences conjugales, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment définiriez-vous l'emprise conjugale au sein de la vie conjugale ? Il n'existe pas de définition légale, ni même de définition consensuelle et spécifique de l'emprise dans la vie conjugale. Alors concrètement, dans une situation d'emprise, il faut distinguer les actes d'emprise du conjoint violent et l'état d'emprise dans lequel est enfermée la victime. Les actes d'emprise sont réalisés par l'auteur pour soumettre la victime et l'enfermer dans une dépendance psychologique. La psychiatre Marie-France Irigoyen, dont les travaux ont été plusieurs fois repris dans différents travaux préparatoires, parle de la mise sous emprise. Liliane Daligan, qui est également psychiatre, parle d'une pulsion d'emprise qui vise à se rendre maître de l'autre en occupant son psychisme. Et les actes d'emprise s'installent dans la durée, sont multiples. Ils peuvent être caractérisés par des actes de nature et de degrés variables. Ça peut être de la micro-agression à l'agression brutale. Ça peut être des violences psychiques, sexuelles. Ça peut être des violences physiques, économiques ou encore numériques, ce que l'on appelle la cyberviolence. L'état d'emprise, c'est de l'autre côté l'état psychique dans lequel est enfermée la victime et qui lui fait perdre son libre arbitre. Les psychiatres parlent d'un processus de colonisation psychique de la victime par le conjoint violent et qui a pour conséquence d'annihiler la volonté de la victime et l'empêche évidemment de se défendre. Alors de là l'idée que souvent la victime doit être protégée d'elle-même parce que
étant sous emprise, elle peut accepter par exemple de revoir le conjoint violent, elle peut ne pas oser porter plainte, et lorsqu'elle a réussi à le faire, parfois elle décide de retirer sa plainte. La notion d'emprise est-elle reconnue par le droit ? En droit, la notion a été développée dans les travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 2010 relative sur les violences faites aux femmes. Ces travaux révèlent que la création du délit de harcèlement conjugal par cette loi de 2010 vise à prendre en compte la situation d'emprise dans le couple. Logiquement, on retrouve la notion dans la jurisprudence, et un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 2017 est sur ce point caractéristique. Dans cet arrêt, les juges font état, je cite, du réel travail de manipulation et de soumission de la victime par son ex-conjoint. Les juges constate encore que la victime va rester sous son emprise psychologique et que son entourage familial et amical ne pourra pas l'aider à se défendre de l'emprise dont elle était victime. Les juges exposent enfin que la victime va finir par engager une démarche de soins afin, je cite, de l'aider à comprendre le processus psychologique dans lequel elle est enfermée par son ex-conjoint. Et citons que cet ex-conjoint a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, notamment pour violences aggravées. Et sur la base des travaux du Grenelle, la notion d'emprise a enfin été consacrée par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Alors les travaux préparatoires montrent là encore une réflexion véritable sur la notion d'emprise, et je ne partage pas l'affirmation d'un auteur selon laquelle le législateur a cédé aux sirènes de l'opinion publique et à sa lubie d'intégrer sans les définir des notions psychologiques et psychiatriques. Dans les codes pénaux, la notion, on va le voir, est évidemment beaucoup plus posée et définie que ne semble vouloir l'affirmer cet auteur. Alors revenons à la loi du 30 juillet 2020 qui inscrit donc pour la première fois la notion d'emprise dans le code civil et dans le code pénal. L'emprise est désormais visée dans l'article du code pénal relatif au secret professionnel. Concrètement, l'article autorise le médecin ou tout autre professionnel de santé à s'écarter du secret professionnel et à informer le procureur de la République de violences exercées au sein du couple lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent en péril la vie de la victime et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Alors ce n'est plus au médecin ici, mais c'est au juge qu'il appartient de constater l'emprise, ou plus exactement, selon les textes, l'emprise manifeste. Et lors des débats parlementaires, l'exigence de l'adjectif manifeste a été discutée, certains députés et sénateurs le jugeant inopportun parce qu'il viendrait, disait-il, restreindre le champ d'application de cette mesure. Il a été maintenu au motif que le juge n'a pas la capacité de caractériser une situation d'emprise comme le ferait un psychiatre ou un psychologue. Il a justement été dit que si l'emprise n'est pas manifeste, donc n'est pas visible, on ne voit pas comment le juge pourrait l'apercevoir. Et c'est donc une limite qu'il a été jugé utile d'adopter, l'emprise manifeste étant précisément celle que le juge va pouvoir appréhender et traiter. Le caractère manifeste de l'emprise autorise le juge à constater de lui-même la situation, et il a été précisé lors des travaux préparatoires que cela du coup dispenserait la victime d'avoir approuvé cette emprise. L'introduction de cette notion au sein du code civil comme au sein du code pénal
apporte-t-elle une valeur, une considération supplémentaire à cette notion? Reconnaître l'emprise, c'est d'abord prendre conscience qu'il faut protéger la victime, non pas seulement des coups du conjoint violent, ceux qui laissent des traces sur le corps, sur le visage, mais qu'il faut protéger cette victime de la stratégie de contrôle mise en place par le conjoint violent, stratégie dont on sait qu'elle annonce souvent le passage à l'acte. Alors le législateur est ainsi conduit à adapter ou à préciser l'ensemble de la législation relative aux violences conjugales, ce qu'il a commencé à faire, et c'est là, me semble-t-il, que l'on peut parler de changement de paradigme, et je voudrais vous en donner quelques exemples. La loi de 2020 a ajouté une exception à l'immunité familiale en cas de vol. Et cette immunité familiale est désormais écartée lorsque le vol porte sur des moyens de télécommunication, comme le portable, comme l'ordinateur. Une circulaire du ministère de la Justice précise que ces vols réalisés dans le cadre conjugal sont un moyen pour l'auteur, je cite, d'exercer son emprise sur la victime, notamment en la privant de contact à l'extérieur du couple. La reconnaissance légale de l'emprise conduit également à mettre en évidence des violences qui, jusque-là, étaient peu ou pas reconnues. En ce sens, les travaux préparatoires montrent que la situation d'emprise économique de l'un des conjoints sur l'autre a largement motivé l'adoption par la loi du 28 février 2023 de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. La loi vise en effet à leur donner les garanties financières pour s'émanciper de la situation d'emprise dans laquelle elles sont enfermées. Autre exemple, la reconnaissance légale de l'état d'emprise de la victime, c'est également prendre conscience qu'elle doit être protégée contre elle-même. Et outre l'interdiction des médiations en matière civile, la loi de 2020 a interdit la médiation pénale en cas de violence au sein du couple. Et cette disposition était une demande récurrente des associations, justifiée notamment par la situation d'emprise dans laquelle se trouvent le plus souvent les victimes. Et cette disposition, précisons-le, s'imposait aussi depuis l'entrée en vigueur en France de la Convention d'Istanbul de 2011 contre les violences à l'égard des femmes, puisqu'elle recommande au pays d'interdire la médiation en cas de violences faites aux femmes. Dans un article co-publié en mai 2022 avec Andrea Gruev-Vintila, spécialiste en psychologie sociale, vous avez proposé de consacrer la notion de contrôle coercitif dans le domaine pénal. Pourriez-vous présenter cette notion en l'articulant avec la notion d'emprise? Il nous paraît nécessaire d'avoir une approche plus globale du phénomène d'emprise et d'englober dans une même qualification pénale, celle de contrôle coercitif que nous proposons, l'ensemble des actes réalisés par le conjoint, tendus vers le même objectif de contrôle et d'assujettissement de la victime, actes qui, sans une qualification commune, seraient soit traités de manière isolée, sous des qualifications distinctes, soit échapperaient au droit pénal ou en tout cas seraient difficilement pris en compte. Le délit de contrôle coercitif résulterait ainsi de la réalisation répétée et ou continue d'actes de violence psychologique, économique, administratif, de surveillance, de contrôle, notamment numérique, encore de violence physique ou de violence sexuelle. Et la stratégie mise en place par l'auteur dans le contrôle coercitif doit placer la victime dans un état de peur, celle-ci étant liée à la crainte de punition et ou de violence que l'auteur pourrait exercer contre elle ou ses proches si elle contestait son autorité. Le point sans doute le plus important et le plus novateur dans cette notion de contrôle coercitif, c'est de reconnaître que les actes qui seraient sanctionnés sont des actes qui portent atteinte
à l'un ou plusieurs des droits fondamentaux de la victime, comme le droit de vivre à l'abri des violences dans la sphère privée, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, pour n'en citer que quelques-uns. Évidemment, il faudra démontrer que l'auteur a eu l'intention, en réalisant ces actes, d'exercer directement ou indirectement un contrôle sur tout ou partie de la vie privée et ou sociale de la victime et de l'assujettir. Et la nature, la pluralité, la gravité des actes permettront alors de démontrer l'intention coupable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que c'est une question qui est parfois posée, pourquoi ajouter cette notion? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion permet d'englober la situation d'emprise dans sa globalité. Elle permet de révéler la stratégie de contrôle de l'auteur, donc d'en mesurer la gravité, de mieux les sanctionner et, comme je l'ai dit précédemment, mais je me répète volontairement, de placer cette infraction sous l'angle des atteintes aux droits fondamentaux de la victime. Fatima Le Grigueur, vous êtes psychologue spécialisée en psychotrauma. Vous êtes notamment la fondatrice de l'unité spécialisée d'accompagnement du psychotraumatisme au centre hospitalier Robert Ballanger. Pouvez-vous nous définir l'emprise du point de vue de la psychologie? Donc on doit aux psychanalystes la définition d'un préalable à la notion d'emprise psychologique. Et celui qui va le définir de façon plus précise, ça va être Doré en 1981, qui est psychiatre, psychanalyste, et qui va décrire l'emprise comme une tendance très fondamentale à la neutralisation du désir d'autrui, c'est-à-dire à la réduction de toute altérité, de toute différence, à l'abolition de toute spécificité, la visée étant de ramener l'autre à un objet entièrement assimilable. Et l'emprise se trouve toujours impliquée dans une relation asymétrique, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours une personne qui va avoir une position haute et une personne qui va avoir une position basse. Donc l'un est dominant, l'autre est soumis, et l'un répondant aux injonctions de celui qui a la position haute. Donc c'est une notion qui reste relativement difficile à appréhender du côté des professionnels. D'où la nécessité tout de même de réfléchir au concept de contrôle coercitif qu'on doit véritablement aux travaux d'Evan Stark en 2007, qui va décrire en fait l'emprise psychologique comme une conséquence, l'une des conséquences du contrôle coercitif. En fait, l'idée est de remettre le curseur du côté des auteurs, puisqu'on dit souvent la victime elle est sous emprise. Donc finalement c'est une façon de culpabiliser la victime. Alors que si on reprend l'ensemble des comportements et des tactiques du côté des agresseurs et qu'on en fait un répertoire de comportements, donc à ce moment-là on est plus dans la justesse. Et c'est ce qui va permettre aussi de décrire tous les éléments relatifs justement à cette emprise psychologique qui va être exercée de la part d'un auteur. Quels sont les symptômes vous permettant d'identifier qu'une personne se trouve dans une situation d'emprise? Alors, je dirais que la symptomatologie, elle est protéiforme. Donc notamment si on reprend la grille d'évaluation de l'emprise, l'idée, c'est de reprendre les éléments du comportement de l'auteur qui vise à exercer cette emprise sur une personne, et notamment tous les actes de privation, tous les actes de coercition, et également les comportements relatifs aux auteurs qui évoqueraient quand même une situation de dangerosité. Le fait que l'auteur détienne des armes, le fait qu'il profère des menaces de mort, tout ce qui vise à déstabiliser la personne et à la garder sous emprise. Voilà. Après, on a d'autres signaux d'alerte qui peuvent être d'ordre somatique,
comme une personne qui va aller aux urgences demander de l'aide parce qu'elle va avoir des attaques de panique, des céphalées, des gastralgies. Donc tous ces signaux finalement somatiques sont aussi indicateurs d'une dimension d'emprise psychologique. Mais à ce moment-là, il faut recourir également au questionnement systématique du côté de la victime. Ça peut être aussi des patients, par exemple, qui vont avoir des retards de rendez-vous, des oublis, qui vont aussi avoir des troubles du comportement comme une anxiété, elles vont exprimer une détresse ou alors des colères inexpliquées. On peut repérer également 3 émotions principales que sont la culpabilité, la honte et la détresse. Et ce sont souvent les personnes victimes et sous emprise, des personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont des difficultés avec l'affirmation de soi et souvent qui restent un petit peu réservées, en retrait. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe une personne qui tombe sous emprise ? Donc on va définir également 4 phases d'installation de l'emprise. Ça démarre toujours par la séduction. Donc une victime qui va être mise sur un piédestal par l'agresseur, donc avec des témoignages d'attention excessifs. Donc c'est ce qui va permettre aussi d'acquérir une confiance en l'autre. La deuxième, c'est la mise en place du contrôle qui va être vraiment progressive, donc à travers le champ spatial, à travers les amis, à travers la famille. Progressivement, on va limiter le champ d'action de la personne victime. La troisième étape, c'est l'élargissement du contrôle véritablement sur tous les champs d'action de la victime, y compris le travail, dans ses déplacements. Donc il ne reste plus rien pour la victime, elle n'a plus aucun choix et elle obéit à l'auteur des agressions. Et enfin, la dernière étape, la dernière phase, c'est la phase de culpabilisation, donc qui va permettre justement d'assurer le contrôle et le plein contrôle et l'isolement de la femme victime. À ces 4 phases d'installation de l'emprise psychologique vont correspondre 4 stades de cycle de violence, donc avec des stades plus ou moins rapprochés à mesure du temps. Donc, généralement dans ces 4 stades, donc on décrit l'installation du climat de peur et de tension. On va avoir une explosion des violences, c'est à ce moment-là que la violence émerge. On va avoir également un stade de justification et enfin la dernière phase, le dernier stade qu'on nomme réconciliation. Que faudrait-il changer juridiquement pour répondre aux problématiques psychologiques de l'emprise conjugale ? Je pense que du côté des auteurs, en tout cas, il faudrait davantage de comparution immédiate et l'application des peines, prononcer peut-être davantage de stages de responsabilisation, peut-être aller vers aussi la confrontation à d'anciennes victimes pour qu'il puisse y avoir aussi une prise de conscience du côté des auteurs et qu'eux-mêmes soient accompagnés sur le plan thérapeutique. Il faudrait aussi aider davantage les victimes dans le circuit judiciaire parce qu'actuellement, elles sont généralement moins bien défendues que les auteurs de violences. Elles ont du mal à recourir à des avocats, les frais sont énormissimes. Donc il y en a beaucoup qui abandonnent justement le circuit judiciaire faute de moyens. Il faudrait aussi davantage peut-être de communication entre les différentes juridictions, entre les JAF, les juges pour enfants, les JAP aussi. Donc de manière à avoir des décisions qui soient coordonnées entre ces différentes instances, parce que parfois il est question de l'autorité parentale. On a parlé tout à l'heure des visites médiatisées, mais parfois le juge pour enfants va quand même ordonner des visites médiatisées avec un parent violent.
Donc parfois il y a des contradictions aussi au niveau du cheminement judiciaire. Et donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Et donc ça c'était l'enjeu aussi de la délégation parlementaire autour des juridictions spécialisées, donc qui va davantage opter sur les filières spécialisées pour qu'il y ait une meilleure coordination entre toutes les instances. Et c'est vrai que ça va donner une meilleure cohérence, en tout cas dans l'accompagnement à la fois des victimes, des auteurs.